Ouais, avec ça, on en vient peut-être à un sujet qui moi, m'intéresse énormément, c'est la validité des études scientifiques en nutrition, en sachant que, et tu me corrigeras si j'ai tort, mais pour faire les choses bien, idéalement, il faudrait être en milieu clinique pour pouvoir déterminer ou pouvoir suivre exactement ce que les gens y mangent en termes de quantité, parce que on sait, et ça, encore une fois, si je ne me trompe pas, il y a des études qui ont été faites sur la validité des études de cohorte où les gens répondent à des questionnaires en termes de précision de leur rappel en fait de ce qu'ils ont mangé même le jour même ou le jour avant en termes de quantité et ça peut varier assez grandement. Je ne sais plus les chiffres, mais si c'était en tout cas 10 ou 20% de différence entre ce qu'ils ont mangé et ce qu'ils ont mis sur le questionnaire, que ce soit en plus ou en moins en termes de calories par rapport à ce qu'ils avaient mangé. Ce qui, ça, en lui-même, peut avoir un gros impact sur la validité ensuite des datas. Donc, comment est-ce que toi, tu interprètes toutes ces données parce que, encore une fois, déjà, peut-être la méthode utilisée en elle-même ne nous permet pas nécessairement de tirer de très bonnes conclusions dû au fait que voilà, la qualité des données est assez basse. Ok, extrêmement intéressant le point que tu abordes, c'est penser, donc c'est peut-être aussi une erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est penser que les études randomisées contrôlées sont toujours supérieures aux études d'observation. Et en vérité, ça ne l'est pas. Et quand on parle de la hiérarchie des preuves scientifiques, le problème, c'est que les personnes prennent ça comme ça parce qu'ils voient que c'est au-dessus sur la pyramide, donc c'est toujours supérieur. Et en vérité, c'est supérieur dans le sens où ça permet de montrer une relation causale entre un effet et un résultat. Plus qu'une étude d'observation, tu vas avoir plus de facteurs confondants. Mais tu as aussi différentes problématiques dans les études d'intervention randomisée contrôlée. C'est que quand on parle… Donc, les études randomisées contrôlées sont extrêmement intéressantes pour les sciences biomédicales. Donc, par exemple, on va avoir un essai de phase 1 pour un nouveau médicament et on va donner ce médicament au même dosage, à un même sous-groupe de personnes, avec un placebo qui n'aura pas ce médicament. Et on pourra même faire des méta-analyses qui sont très bonnes parce que ce ne sont pas des études qui seront très hétérogènes, tu comprends? Elles auront toujours un petit peu la même méthodologie pour les sciences biomédicales. Par contre, pour les sciences nutritionnelles, c'est un petit peu plus compliqué parce que la première chose, c'est qu'il n'y a pas de placebo pour l'aliment. Parce que s'il y avait vraiment un placebo pour l'aliment, ce serait mettre quelqu'un en carence. Ce serait mettre quelqu'un en carence d'un nutriment. Par exemple, si on teste la complémentation calcium, par exemple, et on va donner un placebo, dans le groupe d'intervention, on va donner un complément de calcium et dans le groupe contrôle, on va donner le placebo qui est… mais ce n'est pas vraiment un réel placebo parce que la personne n'est pas déficiente en calcium et mettre quelqu'un en déficience en calcium ne serait pas éthique. Ouais. Donc, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est que c'est oublier un petit peu les synergies entre les différents micronutriments. Donc, par exemple, tu peux donner un complément de vitamine D, faire une étude sur la complémentation en vitamine D. Le problème, encore une fois, c'est la synergie que tu vas avoir de la vitamine D avec les autres micronutriments. Donc, on sait par exemple que le magnésium va intervenir de manière particulière au niveau du métabolisme de la vitamine D. Et si la personne est déficiente en magnésium, peut-être que tu ne vas pas avoir des résultats statistiquement significatifs sur ton étude. Et la troisième chose, ce qui est parfois fait dans certaines études, c'est qu'on n'a pas le calcul des niveaux de départ dans un nutriment. Donc, par exemple, si on regarde la complémentation en oméga 3, par exemple, et qu'on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas statistiquement significatifs, mais on ne sait pas que le niveau d'oméga 3 dans les globules rouges était particulièrement élevé avant le début de l'intervention. Donc, c'est problématique.
Et de même dans cette même lignée, on peut dire voilà, supplémentation en oméga 3, mais peut-être que même si on n'a pas un œil précis sur la diète de la personne, d'une personne à l'autre, il peut y avoir une grande variance en apport d'oméga 3, peut-être au travers de la nutrition même, ce qui fausserait potentiellement les résultats du fait qu'on ait ajouté de l'oméga 3 en supplément ou pas. Ouais, mais là, quand on parle d'études, je parlais vraiment pour les études, les metabolic words. Donc, D'accord, d'accord, ouais. on Ouais, ouais. contrôle exactement ce que les gens mangent, par exemple. Mhm, On dit mhm. qu'ils ont exactement la même alimentation. Et donc, ça, c'est quelque chose où on peut contrôler. Ça c'est clair. Et quel pourcentage des études nutritionnelles sont faites dans un setting comme ça qui permet justement un contrôle précis de tous les apports et aussi un contrôle de l'environnement dans lequel la personne se trouve? Alors, encore une fois, je te dis, ces metabolic world studies sont intéressantes. Donc, elles sont chères. Ouais. Elles sont intéressantes. Le problème, c'est que, par définition, elles sont faites à court terme parce que Mhm. tu ne peux pas mettre quelqu'un en laboratoire pendant 5 ans et contrôler exactement tout ce qu'il va manger. Ouais. Donc, tu ne peux pas analyser les effets des graisses saturées sur le risque de maladie cardiovasculaire. Et en plus de ça, ça ne serait pas éthique de dire, voilà, je vais lui faire un overfeeding de graisses saturées et voir si dans 5 ans, il va mourir. Tu Ouais. vois? Ouais, bien sûr. Donc, euh, même si on avait plus de metabolic growth studies, ça veut pas dire que les études d'observation sont à mettre de côté. Et ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que on a des conclusions à tirer des études randomisées contrôlées. On a des études on a des conclusions à tirer des études prospectives de cohorte. On a des conclusions à tirer de la recherche mécaniste. Et à partir de tout ça, on peut tirer des conclusions. Donc, on parlait des graisses saturées. On sait que, par exemple, dans les études d'intervention, en surplus calorique, c'est le nutriment qui va augmenter le plus la graisse hépatique, les graisses saturées. On sait qu'en observation, quand on a des études bien menées, on a une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. On sait de manière mécaniste que c'est le nutriment qui augmente le plus le LDL. On sait de manière mécaniste qu'on connaît les mécanismes de l'artérosclérose. À partir de tout ça, on peut tirer des conclusions. Est-ce qu'à l'échelle d'une population, on doit conseiller les graisses saturées? Non. Non, parce que dans une population qui est en surplus calorique, dans une population qui a un LDL élevé, on ne doit pas les conseiller à une échelle d'une population parce que ce serait peut-être protéger une niche de personnes. Donc, si on voulait protéger si on veut protéger la plupart des personnes et diminuer la mortalité globale, on a tout intérêt à, comme les guidelines le montrent bien, de recommander moins de 10% de l'apport calorique des graisses saturées, sous forme de graisses saturées. Mhm. Mais est-ce que ça veut dire, quand on regarde les mécanismes, est-ce que ça veut dire que les graisses saturées sont mauvaises chez quelqu'un qui a un LDL dans la norme, qui n'est pas en surplus calorique? Pas forcément. Donc, à partir de tout ça, toute la recherche, on peut tirer des conclusions et on peut contextualiser. C'est peut-être un petit peu pour faire un parallèle sur ce qu'on disait avant en termes de tu suis certaines personnes, tu écoutes ce qu'ils disent, mais tu dois tirer tes propres conclusions de leurs travaux et tu ne dois pas nécessairement prendre à face value exactement tout ce qu'ils disent. Ce serait l'équivalent de dire bah voilà, je lis le titre d'une étude et voilà, ça c'est ma croyance ou c'est ce que je vais tirer de ça sans prendre en compte le contexte et sans prendre en compte le fait que bah, y a pas tout qui est exactement correct. Il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres, mais encore une fois, le contexte doit toujours être impliqué pour tirer les bonnes conclusions. Exactement. Et tu sais, le problème avec croire que les études randomisées contrôlées sont toujours supérieures, tu as des personnes qui se disent evidence-based, tu vois, ils ne le sont pas vraiment, ils disent je me base sur les études randomisées contrôlées. Mais par exemple, il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui a montré que la cigarette augmentait le risque de mortalité. Ce ne serait pas éthique, tu vois. Mmh. Donc, c'est les études prospectives de cohorte qui ont pu montrer ça et de dire qu'on doit déconseiller la cigarette à l'échelle de la population, Mmh. tu vois. Ouais.